réveillez, elle, vous couchez tout habillé. Tout le monde priait. Bonsoir, bienvenue au Havre. Nous sommes ici, place de l'Hôtel de Ville où France 3 Normandie a installé ses caméras à l'occasion du 70e anniversaire des bombardements de la ville. Il y a 70 ans, jour pour jour, les 5 et 6 septembre 1944, les avions alliés déversaient un tapis de bombes sur la porte Océane, faisant de la ville du Havre une ville martyre. 70 ans après, beaucoup de questions restent sans réponse. Nous allons tenter de répondre à certaines de ces questions avec vous, Emmanuel Darcel, et nos invités. Avec nous, Jean-Yves, Monsieur Knapp, Andrew Knapp, merci d'être ici. Vous êtes historien, professeur à l'université de Reading en Angleterre et surtout spécialiste de cette question des bombardements alliés sur le sol français. Nous verrons avec vous si on peut aujourd'hui expliquer la tragédie havraise. Et puis également à nos côtés, Jean-Paul Dubosc, président de l'association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945. Merci également d'être ici. Une association qui œuvre autour de la conservation de la mémoire et de la valorisation des sites historiques encore présents sur l'agglomération havraise. Sur ce plateau également, Madame Paulette Pondevici. Bonsoir Madame. Vous aviez 19 ans à l'époque, en septembre 1944. Vous avez assisté à ces bombardements, vous les avez vécus. On entendra dans quelques minutes votre témoignage. Nous reviendrons également dans cette émission sur la reconstruction de la ville du Havre par Auguste Perret. Vous le savez sans doute, depuis 2005, le centre-ville est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis Chenu, le dessinateur de presse, nous accompagnera tout au long de cette émission. Bonsoir Emmanuel, et à tout à l'heure. À la veille du 5 septembre, l'agglomération havraise compte encore près de 60 000 personnes. Des civils qui savent que les Alliés ont débarqué. Rouen et Paris ont d'ores et déjà été libérés. Alors c'est un formidable espoir qui naît chez les Havrais. Un espoir vite déçu. Ce sont des vagues de bombardiers Lancaster qui partent à l'assaut du Havre. Et leur bruit est encore dans la mémoire de ceux qui les ont vécus. Isabelle Gann, Angèle Devecchi. On voyait les avions passer, et les bombes partaient en biais et tombaient en ville. C'est une chose qu'on est obligé de se souvenir, vu le bruit. On a vu cette ville à plat, cette ville vautrée, cette ville morte. Il est à peine 18h ce mardi 5 septembre quand 350 bombardiers britanniques s'abattent sur le Havre. Ils vont revenir 6 fois. Larguer au total 1900 tonnes de bombes explosives et incendiaires. Un cataclysme visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. On voyait ce nuage qui s'élevait au-dessus de la Seine. Hein. Ce qui nous a surtout étonnés, c'est qu'il y a eu une arrivée massive de papier, qui volait dans tous les sens. Et on en avait retrouvé un, c'était un papier de banque de la Barclays Bank. Ce qui voulait dire que là, c'était vraiment tombé sur le centre-ville. En 2 heures, le cœur du Havre est anéanti. Abasourdi, la population découvre le désastre. Le lendemain, quand je suis descendu, c'est là qu'on a constaté ça brûlait encore un peu partout. Arrivé à l'angle de l'hôtel de ville, il y avait une telle fumée qu'on ne voyait plus rien. On devinait très vaguement que l'hôtel de ville était en lambeaux. Moi, dans mon idée, j'allais en voir des pans de murs pour pouvoir essayer de regarder. Ben là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. La seule chose qui restait, c'est le monument aux morts. Les pertes matérielles sont immenses et le lendemain, c'est l'est de la ville qui est bombardé avec le même acharnement. Le Havre est dévasté, rasé à plus de 80%. Mais le plus difficile est de découvrir jour après jour les victimes. Dès qu'ils trouvaient quelqu'un, ils enterraient à droite ou à gauche, au plus proche de l'endroit où ils étaient retrouvés. Sur la place Gambetta, il y avait eu
Ils avaient fait une tranchée et ils avaient mis des personnes avec un nom s'ils pouvaient le trouver. Les Havrais auront payé un bien lourd tribut à la libération, au minimum 2000 morts, auxquels s'ajoutent près de 350 civils portés disparus. Qu'est-ce que ça veut dire disparu? Disparu, ça veut dire qu'ils ont été dispersés, éclatés, comme... On n'a pas trouvé de traces, ils sont des morts sans sépulture. Et puis on a construit notre ville au-dessus. Comme ça, avec ces gens dessous. C'est ça qui me... Je ne peux pas. Encore maintenant, pourquoi nous ont-ils bombardés comme ça? Alors Andrew Knapp, bonsoir. Je le rappelle, vous êtes anglais, historien, auteur d'un ouvrage intitulé « Les Français sous les bombes alliées ». On vient de l'entendre juste à la fin de ce reportage. Pourquoi 70 ans après, est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ce qui reste pour beaucoup comme une énigme? Il y a une explication partielle. Le front, il faut le rappeler, se déplaçait très très rapidement vers l'Est, vers la Belgique. Les Alliés avaient impérativement besoin d'un grand port en eau profonde pour ravitailler leurs armées pendant leur avancée. Le commandant allemand, le colonel Wildemuth, était bien résolu à retarder la prise du Havre le plus longtemps possible, prolongeant ainsi la guerre. Les Britanniques n'avaient attribué que 2 divisions à la tâche, des Écossais et des Anglais. Donc il fallait faire moins de victimes et pour ça bombarder? Il fallait faire très vite dans l'espoir de forcer la reddition allemande sans combat terrestre. C'était le but du lieutenant-général Croker, le commandant britannique. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est pourquoi il a choisi le centre-ville comme cible. Il identifie le QG allemand, il identifie une caserne allemande, mais il ne tient pas compte des positions réelles des Allemands ce jour-là, qui étaient sur la côte et en périphérie de la ville. En quelques mots, est-ce qu'on peut dire que cette opération était une opération ratée? Oui et non. Évidemment, c'était raté et plus que raté pour les Havrais. Par contre, l'opération Estonia fait école, au sens propre du terme, aux écoles militaires britanniques après la guerre. Jean-Paul Dubosc, Andrew Knapp vient de rappeler quelle est la situation côté allié. Vous, rappelez-nous, quelle est la situation côté allemand? Il y a combien d'hommes ici? Ils sont stationnés où? Ils sont où? Eh bien, le colonel allemand est enfermé dans sa forteresse puisque les Alliés sont arrivés très loin en Belgique. Il dispose d'environ 11 000 hommes qui sont des troupes qui se sont échappées de la poche de Falaise, des troupes peu combattantes, et elles sont surtout effectivement assemblées sur les lignes de front nord, ouest de la ville et sur le port. Andrew Knapp venait de l'évoquer à l'instant. Est-ce que ça veut dire que l'opération Estonia, militairement parlant, c'est une opération réussie? Ah, tout à fait. L'opération a été suivie à la minute quasiment près et elle s'est déroulée comme sur le plan, elle est parfaitement déroulée, elle a été longtemps enseignée effectivement. Et est-ce que finalement le port du Havre, il aurait pu être pris sans autant de victimes civiles? Alors au moment du bombardement du 5 septembre, les Alliés n'ont pas les moyens de prendre le port du Havre avec les troupes dont ils disposent, mais lorsque les 2 divisions sont arrivées plus tard, oui effectivement, on aurait pu prendre ce port sans recourir au bombardement tels qu'ils ont été faits. Et puis il y a une question qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la problématique de l'évacuation. Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais finalement, pourquoi est-ce que les civils ne sont pas évacués en temps et en heure? Pour plusieurs raisons. Wildermuth a demandé déjà, et le maire Pierre Courant ont demandé à ce que les civils évacuent dès la fin du mois d'août. Certains sont partis. Il avait demandé à ce que uniquement les civils qui avaient un rôle important dans la ville restent. Mais il faut se souvenir aussi que ceux qui sont partis en 40, quand ils sont revenus, ont parfois retrouvé leur maison pillée, vandalisée. Et ça aussi, ça a été effectivement, avec d'autres points, un point de blocage pour qu'ils ne partent pas. Merci beaucoup Jean-Paul Dubosc pour ces informations. Alors Chenet, vous avez souhaité revenir sur cette tragédie à travers un animal que l'on connaît bien au Havre. Et oui Jean-Yves, c'est l'emblème de la ville, mais c'est l'emblème de son fondateur, François Ier. Alors si une pluie de bombes et un déluge de feu ont rasé le cœur de la ville, eh bien l'âme du Havre et l'esprit des Havrais qui sont ici ce soir ne peut être détruit. C'est un peu à l'image de la salamandre, c'est l'animal qui survit toujours aux flammes.
Le 5 septembre, Le Havre a reçu 1800 tonnes de bombes et les principaux quartiers d'habitation de la ville, notamment de la ville basse, du centre-ville, sont totalement détruits. La population cherche évidemment des abris et notamment dans ce fameux tunnel Génère qui à l'époque est en construction. Il va devenir un piège mortel. Isabelle Gann, Angèle Devecchi. Pour se protéger des bombes, les habitants se réfugient dans des abris. Le Havre en compte des centaines, certains sont aménagés avec eau et électricité, d'autres sont improvisés, comme ici dans cette grotte de l'abbaye de Graville. Les gens ne pouvaient pas vivre dedans, c'était vraiment un refuge d'urgence. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont restés là pendant des jours et des jours par la crainte des bombardements. Le tunnel Génère est lui aussi transformé en abri. Il peut accueillir 12 à 15 000 personnes. Le 6 septembre, il est pris d'assaut. La population qui se trouvait en centre-ville, en fait, n'a plus d'abri et se réfugie là où ils peuvent, donc entre autres sur l'abri principal qui était le tunnel Génère. Daniel Canu se souvient, quand il est arrivé avec sa famille, ils n'ont pas pu rentrer dans le tunnel. Acculés, ils vont alors s'engouffrer dans le boyau voisin, en chantier et interdit d'accès, avec 322 autres personnes. Vers 20h, une bombe détruit l'unique entrée, le piège se referme. Je suis resté 14 heures. Tout le monde est mort asphyxié là-dessous. Hein. Moi, ça commençait aussi parce que moi, je commençais à avoir du sang qui sortait par les oreilles, le nez, la bouche. C'était la fin, si vous voulez. Et là, quand les gens sont descendus, c'était je ne me rappelle plus, les pompiers, je crois qu'ils sont descendus. Et ils ont vu, ils ont dit, bon, bah maintenant on arrête, il n'y a plus de survivants. Mais moi, j'étais encore au fond. Moi, je me suis mis à hurler. Et donc, je suis le dernier rescapé, si vous voulez. Le dernier remonté aussi. Voilà. Les secours ne sauveront que 7 personnes. La famille de Daniel Canu figure parmi la très longue liste des 319 victimes. Alors, pour mieux comprendre pourquoi peut-être Le Havre a subi une telle épreuve, il faut remonter un petit peu dans le temps. En septembre 1944, 3 mois après le débarquement, Caen est libéré, Rouen est libéré, Paris également. La Normandie est un champ de ruines. C'est la guerre totale menée par les Alliés. Et dans cette guerre totale, eh bien, visiblement, les Alliés n'ont pas d'état d'âme avec les pertes civiles. Écoutez les explications de Laurent Marville. À la fin de l'été 1944, la Normandie est un champ de ruines. Pendant l'ensemble du conflit mondial, les Alliés ont déversé sur la France 518 000 tonnes de bombes, dont 80% pendant l'année 1944. Pour le seul 6 juin, 10 000 tonnes ont été larguées par les bombardiers de la RAF et de l'US Air Force. Pas étonnant donc que la Normandie, où les combats se sont focalisés pendant juin, juillet et août, ait été laminée par un tapis de bombes. D'autant plus que pour l'état-major allié, la stratégie du carpet bombing est un choix assumé et décisif pour remporter la victoire. Cette question des bombardements est donc tout à fait dans la stratégie générale du débarquement et elle pose problème. Elle pose problème dès avant le débarquement. Le Comité français de libération nationale, avec De Gaulle, s'en inquiète, s'en ouvre à Churchill, Churchill s'en ouvre à Eisenhower, le chef d'Overlord, et Eisenhower s'en ouvre au chef suprême des Alliés qui est Roosevelt. Et Roosevelt répond clairement qu'il n'est pas question de renoncer ni même de diminuer les bombardements si les opérations militaires doivent s'en trouver lésées, empêchées, gênées. Malgré l'imprécision des bombardements à haute altitude, qui est la raison majeure des destructions massives et du nombre important de victimes civiles, la stratégie ne sera pas remise en question. Le but est bien, quoi qu'il en coûte, d'empêcher absolument l'arrivée des renforts allemands sur le front. On ne peut pas laisser des villes intactes et des nœuds routiers intacts et des gares intactes si on veut empêcher, ou en tous les cas freiner, l'acheminement des renforts. Les Alliés ne viennent pas libérer ni les Normands ni les Français. Les Alliés viennent battre l'Allemagne. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc cette préoccupation de ce qu'on appelle aujourd'hui les dégâts collatéraux n'est pas pour eux leur préoccupation première. Leur préoccupation première, c'est prendre pied en France et puis d'avancer vers l'Allemagne. Il faudra attendre le 50e anniversaire du jour J en 1994 pour que le premier comptage précis de victimes civiles soit réalisé par des équipes de l'université de Caen et pour que la question de l'utilité stratégique des bombardements soit posée.
Il était temps, mais le débat est toujours ouvert. Alors Andrew Knapp, est-ce que visiblement pour l'état-major allié, les victimes civiles, ça passait vraiment au deuxième niveau? Il y a eu un grand débat au printemps 1944, au moment justement des attaques contre les nœuds ferroviaires en Normandie et autour de la région parisienne à ce propos. Et Churchill avait de fortes réticences. Il estimait que bombarder trop, ça risquait par exemple de pousser les Français dans les bras des communistes. Churchill s'en ouvre à Eisenhower et Eisenhower, en effet, appuyé par Roosevelt, obtient gain de cause. Est-ce qu'il y a eu des regrets après, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, dans l'état-major britannique ou allié sur cette tactique? Des regrets tout de suite après sont venus d'un quartier assez inattendu, c'est-à-dire Bomber Harris, le chef des bombardiers, lui-même, qui ne passe pas pour un tendre, mais qui préférait, et de loin, bombarder des Allemands plutôt que de bombarder des Français. Il estimait que ces bombardements étaient en quelque sorte une diversion par rapport à ce qu'il devrait faire. Il a même créé une sorte de collecte au profit des orphelins français, ce qu'on ne sait pas de l'homme de Dresde. Vous l'écrivez dans votre livre, 60 000 Français, 60 000 civils sont morts sous les bombes entre 40 et 45. Autour de 60 000. 60 000, c'est peut-être le chiffre plafond entre 57 000 et 67 000 en tout cas. On ne saura jamais le chiffre précis. C'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup, et aussi les 10 000 tonnes qui ont été déversées en une semaine au Havre, à titre de comparaison, le Royaume-Uni, tout le Royaume-Uni, pendant toute la guerre, a reçu 74 000 tonnes pendant 6 ans à peu près, 5 ans et demi. Alors Madame Pontevici, merci d'être ici. Vous aviez 19 ans, vous, en 1944, et vous avez fait partie de ces jeunes bénévoles secouristes, membres des équipes nationales. Au lendemain du 12 septembre, cette ville, elle est complètement détruite, c'est un champ de ruines. Vous étiez secouriste jusque-là, est-ce qu'on n'est pas complètement anéanti? Est-ce qu'on se dit, ça nous dépasse, c'est trop lourd? Ça c'est certain, ça nous dépasse, on ne sait plus trop quoi faire. On a l'impression de ne plus servir à rien. On se tourne à droite, on se tourne à gauche, il faut chercher, on cherche les cadavres et les survivants, quand on peut en trouver, on déblayait à main nue. On n'avait rien, on n'avait pas de matériel, c'était pas prévu. Et finalement, ça veut dire qu'on ne vit pas ici, on survit dans cette ville du Havre, dans les semaines et les mois qui suivent. On survit, il n'y avait plus de commerçants, le peu de commerçants qui restaient dans les quartiers qui n'étaient pas bombardés n'avaient plus rien. Donc il n'y avait plus de nourriture, on cherchait un peu partout ce qu'on pouvait. Vous avez connu finalement l'habitat provisoire, ce qui a dû être créé pour gérer ces milliers de sans-abri. Quel souvenir vous avez de cette période-là? À cette époque-là, on avait quand même toutes les associations qui se sont mises en route et qui faisaient des distributions de biscuits vitaminés, de beaucoup de choses comme ça. Et puis, on a essayé, avec le Secours national, de faire du distribution de vêtements, d'essayer de trouver, mais le ravitaillement, ça, on ne pouvait pas. Et en tout cas, vous avez vu ces civils vivre dans des habitats provisoires et ça a duré des années. Oui. Quoi. Et on a eu des tickets de rationnement pendant 2 ans après la libération. Merci beaucoup, Madame Pontevici, pour ce témoignage. Merci. Et une fois le choc passé, il a fallu penser à reconstruire. L'État a confié cet énorme chantier à Auguste Perret, le spécialiste du béton armé. Retour sur cette aventure extraordinaire avec Guénaël Bron. Ce 7 septembre 1944, voilà ce qu'il reste du centre-ville du Havre. Une table rase sur laquelle les survivants vont devoir se relever. Déjà, il fallait trouver une solution pour vivre. Et c'était déjà très compliqué parce qu'il fallait soit trouver un système de cohabitation, soit partir du Havre, soit parfois aussi squatter dans les cités provisoires qui vont commencer à s'implanter un petit peu partout. Mais au-delà du provisoire, il faut déjà penser au durable. L'État désigne Auguste Perret pour diriger les travaux. Le défi est immense, reconstruire 10 000 logements pour 40 000 habitants. L'architecte du béton armé propose un plan en damier avec de grandes voies de circulation. Une ville moderne, mais fidèle au passé.
c'est retrouver l'axe commercial de la rue de Paris, par exemple, et restituer en fait l'emplacement quasi identique pour que eh bien, les habitants puissent déambuler dans la rue de Paris pour retrouver à peu près leurs repères. Rue de Paris, précisément, c'est de là que Jean-Pierre Vauthier a démarré ses mesures. C'est l'un des derniers géomètres à avoir participé à la reconstruction du Havre. Je revis ma jeunesse, parce que j'avais 18 ans à l'époque. Hein, sitôt mon secondaire, je suis rentré au cabinet géomètre. Là, on était vraiment motivés les uns et les autres. Hein. On allait reconstruire le Havre, parce que, vous savez, quand vous êtes jeune adolescent, vous avez connu le Havre antérieurement au bombardement, et voir cette telle destruction, c'était comme nous motivant pour reconstruire. Hein, on était tous, vous savez, on était tous passionnés. D'ailleurs, il me semble que je suis encore passionné. Route d'accès, port, usines, de toutes parts, les ouvriers travaillent inlassablement. Au centre-ville, les immeubles sortent de terre, des blocs, des cubes, des lignes, un urbanisme jugé parfois imposant. Il faut attendre les premiers emménagements dans les Isaïes, les immeubles sans affectation individuelle, pour que les Havrais commencent à s'approprier leur nouvelle ville. La première habitante arrive en 1950 dans les ensembles des Isaïes. Et donc c'est relativement court dans le temps, tout simplement parce que les Isaïes ont été aussi préfinancés par l'État et cédés en priorité aux sinistrés. 10 ans sont nécessaires pour que tous les sinistrés soient définitivement relogés. Place alors à la construction des bâtiments publics. Le regard extérieur est déjà très élogieux. On parle d'une ville moderne, extraordinaire, qui est un exemple en fait de la France renaissante. Symbole de cette renaissance, l'église Saint-Joseph est achevée en 1957 après la mort d'Auguste Perret. Comme il l'avait envisagé, l'édifice est le premier monument que l'on voit de la mer, emblème de la reconstruction. Il est dédié à la mémoire des victimes des bombardements. Alors l'œuvre d'Auguste Perret, bien sûr, très présente ici autour de nous à l'Hôtel de Ville du Havre. Emmanuel Darcel, vous vous êtes déplacé de quelques mètres juste derrière moi dans l'appartement témoin Perret. Et tout à fait. Et à mes côtés, Vincent Dutertre, vous êtes architecte, urbaniste et spécialiste de l'œuvre de Perret. Et vous avez beaucoup milité pour que ces 133 hectares soient classés. Quand on lance la reconstruction, est-ce que finalement on pense immédiatement à Perret? Est-ce que c'est une figure incontournable? Alors localement, non, on ne pense pas immédiatement à Auguste Perret, puisque le maire de l'époque faisait travailler des urbanistes et des architectes locaux pour reconstruire leur ville, meurtrie à ce point. Par contre, à l'échelon national, évidemment, on pense tout de suite à Auguste Perret, notamment ses anciens élèves militent auprès du ministère de la Reconstruction pour qu'il se voit confier la plus grande reconstruction française. Pourquoi? Parce que il apparaît comme finalement quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui porte une vraie modernité, qui porte la ville du XXe siècle, comme on l'imagine? Alors il est toujours difficile à classer Auguste Perret parce qu'il a introduit énormément de concepts innovants dans l'urbanisme et l'architecture du XXe siècle, mais en même temps il s'inscrit dans la tradition classique française et du coup son travail est difficilement classable. Alors au Havre, oui, il a fait une ville moderne où on est parti sur une page neuve, il voulait vraiment construire la ville du XXe siècle et du XXIe siècle, mais en même temps c'est une ville qui est empreinte des traces de ce qu'était la ville avant-guerre, qui a composé aussi avec ce que souhaitait la municipalité pour retrouver des repères de la ville d'avant-guerre. Elle est vraiment un mixte entre des signes de l'histoire de cette ville et une volonté vraiment de modernisation, de rationalisation et de construction d'une ville d'avenir. Mais finalement, est-ce qu'il va au bout de son idée ici au Havre? Parce que quand on voit les plans initiaux, puis quand on voit la réalité d'aujourd'hui, il n'a pas pu aller au bout de son idée. Non, effectivement, il n'a pas pu aller aussi loin qu'il l'aurait souhaité. Notamment, la grande idée de base était de pouvoir surélever la ville de 3,50 m pour passer en dessous des voies tous les réseaux techniques et libérer l'espace public de toutes les contraintes. Mais il a quand même été assez loin et c'est le grand projet de sa vie, évidemment. Alors les Havrais, ils ont eu bien du mal à se faire à cette architecture et notamment les Havrais de cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils reprochent finalement les Havrais? Cette rectitude, ce béton, ça... Ils ne comprennent pas? Alors il y a plusieurs raisons à mon avis qui expliquent ce désamour qui a longtemps eu lieu entre les Havrais et leur ville. Le fait d'abord que Perret était imposé au pouvoir local, ça a été très mal perçu. Le fait qu'il ait proposé effectivement une ville d'une physionomie très différente de ce qu'elle était avant-guerre. Hein. Là, c'est quand même des bâtiments rectilignes, comme vous le dites, toiture terrasse, construits de façon universelle en béton.
Alors que dans le Pays de Caux, évidemment, on construit en briques, en ardoise, en pan de bois depuis des siècles. Donc il y a une physionomie comme ça très contemporaine qu'on n'a pas compris ou qu'on a mis longtemps à comprendre. Et puis il a fallu, je pense aussi, que le traumatisme de la guerre puisse passer avec le renouvellement des générations pour que cette ville soit regardée avec objectivité, parce qu'elle était en fait le fantôme de ce traumatisme très violent pour les Havrais. Merci infiniment pour toutes ces informations que vous nous transmettez ici ce soir. Merci Vincent Dutortre. Voilà Chonu, cette page de l'histoire havraise avec la reconstruction d'Auguste Perret, ça vous a inspiré? Mais oui, il y a beaucoup d'enfants autour de nous. J'ai imaginé la rencontre du petit prince des ruines avec le pape de l'architecture futuriste et Jean-Yves. Qui aurait pu imaginer un jour que tout ça soit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité? C'est un pied de nez à la fatalité, l'injustice et puis la mort. Merci Emmanuel sur ces jolis mots. Il est presque 19h. Dans quelques secondes, nos amis bas-normands, les téléspectateurs de Basse-Normandie retrouveront leur édition régionale. Pour les autres, restez avec nous. L'émission continue ici en direct du Havre. On va marquer une courte pause sur l'actualité du jour avec Béatrice Rabel. Bonsoir Béatrice et bienvenue. Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à tous. Les cérémonies du 70e anniversaire des bombardements et de la libération du Havre se poursuivent. Ce matin, un hommage était rendu aux médaillés militaires, aux victimes du tunnel Génère et aux victimes civiles. La commémoration se déroulait au cimetière Sainte-Marie sur les hauteurs du Havre. Vous le voyez sur ces images. Dans ces commémorations des rescapés, des bombardements très marqués, ils n'ont jamais pu oublier ces jours sombres. Isabelle Gann et Angèle Devecchi ont retrouvé ces derniers témoins. Ils avaient entre 13 ans et 18 ans à l'époque. Ils nous livrent leurs témoignages. Regardez. On a vu cette ville à plat, cette ville vautrée, cette ville morte. Il est à peine 18h ce mardi 5 septembre quand 350 bombardiers britanniques s'abattent sur le Havre. Ils vont revenir 6 fois, larguer au total 1900 tonnes de bombes explosives et incendiaires. En 2 heures, le cœur du Havre est anéanti. Abasourdi, la population découvre le désastre. Le lendemain, ça brûlait encore un peu partout. Arrivé à l'angle de l'hôtel de ville, il y avait une telle fumée qu'on ne voyait plus rien. On devinait très vaguement que l'hôtel de ville était en lambeaux. Moi, dans mon idée, j'allais en voir des pans de murs pour pouvoir essayer de regarder. Là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Les pertes matérielles sont immenses et les bombardements reprennent le 6 septembre avec le même acharnement. Le Havre est dévasté, rasé à plus de 80%. Mais le plus difficile est de découvrir jour après jour les victimes. Sur la place Gambetta, ils avaient fait une tranchée et ils avaient mis des personnes avec un nom s'ils pouvaient le trouver. Les Havrais auront payé un bien lourd tribut à la libération, au minimum 2000 morts, auxquels s'ajoutent près de 350 civils portés disparus. Et puis dans le reste de l'actualité, c'est une information Paris-Normandie. Le Havrais Vincent Leroyer a été mis en examen pour attouchement, agression sexuelle et viol sur mineurs. Vincent Leroyer a été champion de France de natation en 76 et 77, mais aussi manager du Rouen Hockey Club dans les années 80-90. Il aurait abusé de jeunes garçons à cette époque. Une dizaine de plaignants se seraient fait connaître ces dernières années. Vincent Leroyer vit en Gironde. Le parquet de Bordeaux est chargé de l'enquête. Une alerte à la pollution aux particules fines ce samedi. La situation devrait perdurer demain selon Air Normand. Le seuil d'alerte a notamment été dépassé à Dieppe, au Havre et au Petit-Quevilly. Il est recommandé aux personnes sensibles d'éviter toute activité physique. Enfin, c'est un festival très attendu. Il n'a lieu que tous les 2 ans. Le Festival international des cerfs-volants s'est ouvert aujourd'hui à Dieppe. 40 pays sont présents sur les pelouses de la plage diepoise. Parmi eux, 2 invités d'honneur, l'Inde et l'Indonésie. Vous pourrez observer la danse des cerfs-volants dans le ciel diepois jusqu'au 14 septembre. Merci Béatrice. Reprenons le cours de l'histoire et intéressons-nous maintenant à l'après-Auguste Perret. Dans les années 70, 80 et 90, la ville a entamé une seconde mue, une métamorphose que nous raconte Isabelle Gann. La métamorphose du Havre, c'est le cinéma qui l'illustre le mieux. Jusqu'aux années 2000, la ville reconstruite est très rarement filmée, ou alors seulement pour évoquer les pays de l'Est, comme ici dans Le Complot d'Agnieszka Holland, tourné en 1988. Et puis, c'est le grand écart.
La consécration arrive avec Aki Kaurismäki. Son film Le Havre gravit les marches de Cannes en 2011. Beaucoup de réalisateurs, beaucoup de regards subliment aujourd'hui l'architecture havraise. D'un seul coup de choses qui pouvaient paraître un peu lugubres aux gens, notamment le Perret par exemple, qui pouvait plaire ou déplaire. Aujourd'hui c'est classé UNESCO et d'un seul coup je pense qu'il y a des sceptiques qui se sont dit donc si c'est classé UNESCO c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça. Le Havre fait le pari de l'architecture. Oscar Niemeyer vient créer le volcan. Les quartiers sud sont réaménagés. Les arbres poussent. Mais pour Philippe Huette, le grand changement s'est fait dans les mentalités. Les nouvelles générations apprennent à aimer leur ville. Le temps patine et le béton et les esprits. Les jeunes se sont emparés de la ville telle qu'elle était, c'est normal. Ils se sont dit on vit dans une ville qui est comme ça. Ils ne se sont pas posé la question de savoir comment elle était avant et que c'est ce qui allait pas. Et on a l'impression maintenant, et je pense que c'est normal, il faut 50 ans à mon avis pour faire renaître de ses cendres une ville simplement vivante. Le classement patrimoine mondial couronne ce renouveau. Pourtant, la conquête est loin d'être achevée, d'après les industriels. On a peut-être une meilleure image, mais on a aussi une situation économique qui ne s'est pas vraiment améliorée avec la disparition de grandes entreprises. Je pense à Trouvé-Covin, je pense à Sidel, maintenant c'est une filiale d'un groupe étranger. Enfin, on est quand même plutôt en situation de recul sur le plan économique. Même constat de l'INSEE qui prédit une forte baisse de la population. Le Havre pourrait perdre 20 000 habitants d'ici 2030. Emmanuel Darcel, vous êtes toujours dans l'appartement Perret, juste derrière moi, et vous êtes au cœur d'un territoire classé. Tout à fait. En 2005, les 133 hectares construits par Auguste Perret sont classés, on l'a dit, au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est un pari fou porté par l'ancien maire Antoine Ruffnac. Il n'a pas pu être avec nous ce soir. Nous l'avons donc rencontré cette semaine. Je vous propose de l'écouter. Le dossier qui a été monté pour obtenir le classement patrimoine mondial de l'UNESCO est à l'évidence un dossier qui a mobilisé les Havrais et qui surtout a profondément modifié l'image du Havre à l'extérieur. C'était difficile d'y croire au départ. Il faut faire preuve un peu d'imagination et puis être quelquefois un peu, je dirais pas visionnaire, mais un peu fou pour lancer ce genre de dossier. J'y ai cru modérément au départ, mais personne n'y croyait vraiment. Et c'est seulement à partir de 2000-2001 que dans mes petites interventions publiques, je laissais entrevoir cet éventuel classement, ça faisait sourire. Et puis ça a été le coup de tonnerre de juillet 2005 où finalement nous avons obtenu satisfaction. L'architecture moderne, c'est comme la peinture ou comme la musique. L'œil s'habitue ou l'oreille s'habitue à quelque chose de nouveau. Et je crois que le volcan aujourd'hui peut être considéré là aussi comme un élément majeur du paysage urbain havrais. Les Havrais sont assez fiers finalement de la chose. Comme ils sont des gens plutôt taiseux, ils ne le disent pas trop. Comme ils ont quelquefois le sentiment que cette architecture Perret est une architecture un peu triste, ils n'osent pas le dire, mais je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont de plus en plus nombreux et je m'en réjouis à être fiers d'être havrais. Dominique Dervillez, vous avez travaillé aux côtés d'Antoine Ruffnac comme architecte et comme urbaniste. Ce classement à l'UNESCO, est-ce que c'est une étape importante dans la transformation globale de la ville du Havre? Oui, d'abord c'est une reconnaissance de son état. C'est une ville qui a été totalement détruite, qui a une résilience forte et qui doit se faire reconnaître dans ce qu'elle est reconstruite. Et évidemment, c'est fait pour que cette ville s'ouvre davantage, ne se muséifie pas, ça c'est clair, et puis trouve une renommée qui se construit avec le temps. Alors justement, finalement, l'objectif poursuivi par l'ancien maire, par Antoine Ruffnac, avec vous à ses côtés, c'était quoi? C'était de changer l'image de cette ville, de la rendre attractive. Il y avait vraiment un énorme chantier à lancer là. C'est un travail sur le changement du regard. C'est le même problème que la peinture moderne. Au début, elle était décriée, n'était pas comprise. Et puis quand elle a été progressivement comprise et admise, tout le monde s'est mis à l'aimer.
Eh bien, l'architecture moderne, ou contemporaine, hein, parce qu'on n'est déjà plus dans le moderne, elle met aussi du temps à rentrer dans le regard des gens, dans la compréhension des gens. Donc c'est un travail de longue haleine. Alors aujourd'hui, la ville du Havre, elle est presque tendance, j'ai envie de dire. Bon, pas auprès de tous, hein. Il y a certaines personnes qui sont encore réticentes. Mais le Havre, malgré cette image qui est en train de changer, malgré une attractivité qui augmente, elle perd aujourd'hui des habitants, elle perd chaque année 1000 habitants par an. Qu'est-ce qu'il faut finalement mettre en œuvre pour que ça change, ça ? Je crois que c'est d'abord un système de meilleure entente au niveau national. On est la porte maritime de Paris. Paris n'a pas l'air de s'intéresser d'avoir une porte maritime, ce qui est proprement incompréhensible. On est un pays industriel qui perd ses industries. Le Havre est une place industrielle, de même que la vallée de la Seine. Et donc, soit on recroit à nouveau dans notre pays, à ses ports et à sa capitale et à ce pays, et le Havre a sa carte à jouer. C'est une des cartes importantes, c'est pas la carte essentielle. Et à ce moment-là, dans les activités industrielles nouvelles, celle de l'éolien, celle de la transition énergétique, celle de l'économie circulaire, celle du tourisme. Le tourisme est la carte maîtresse de l'estuaire. Tourisme culturel, tourisme architectural, tourisme paquebot, tourisme de croisière fluviale, tourisme d'hôtellerie. Il n'y a pas de télatothérapie sur la rive nord de la Seine, on peut en faire. Et donc l'image peut se transformer et le tourisme est un vecteur important de changement d'image. Merci beaucoup, Dominique Je vous en prie. Avilés. Merci Emmanuel. Nous allons maintenant nous projeter vers l'avenir. Quel sera le visage de la ville du Havre dans un futur proche? Quelques éléments de réponse avec Marc Moiroux. Le Havre, bloqué à l'ouest par la mer et à l'est par les falaises, a depuis 20 ans trouvé un espace où étendre son attractivité, l'estuaire de la Seine. Cela grâce au pont de Normandie. 4600 personnes traversent chaque jour le fleuve pour travailler sur l'autre rive. Le Havre, territoire de production, et puis le Pays d'Auge, territoire touristique et résidentiel, donc se sont associés puisqu'il y a des synergies et cela se traduit notamment avec la fusion des CCI du Havre, Fécamp et Pays d'Auge au sein de la CCI de l'estuaire de la Seine. Dans le futur, le port va rester le moteur de l'économie havraise, mais les industries qui gravitent autour devraient connaître une mutation. Ici, on a tout le panel des industries énergétiques, hein, avec EDF, avec Total, mais on a de nouveaux projets d'énergie décarbonée, de stockage d'énergie, et puis des projets liés effectivement à l'arrivée d'Areva, donc de développement de l'éolien offshore. Et j'ai envie de citer le tourisme comme nouvelle filière économique pour le territoire, pour la ville du Havre, avec le développement très fort des croisières. Le futur pôle ingénieur et logistique qui se construit sur les docks vient enrichir l'offre d'enseignement supérieur. Au même endroit sont regroupés l'ISEL, Sciences Po et la future école de marine marchande. Ça reste des formations à caractère général auxquelles on donne des spécificités pour s'adapter au mieux au monde local. Une économie tournée vers des secteurs porteurs et l'international, une main-d'œuvre dont la formation correspond aux besoins de l'industrie locale, de quoi assurer à la Porte Océane un avenir en rose. Chenu, Le Havre, demain, ça vous inspire? Oui, Jean-Yves. Alors, il y a un volcan islandais qui nous crache des cendres. Eh bien, nous, notre volcan, il crache des colombes de la paix parce que finalement, c'est une ville de mélange. Il y a plein de communautés. Puis moi, j'ai envie de vous dire, allez, ce soir, je suis audacieux. Entre la haute et la basse, moi, je ne vois qu'une seule capitale, c'est Le Havre. Ça ferait l'unanimité. Je pense qu'Édouard Philippe qui nous a rejoint. Bonsoir Édouard Philippe. Bonsoir. Député maire du Havre va être d'accord avec vous. Édouard Philippe, quelle image vous faites de la ville du Havre dans 20 ou 30 ans? C'est toujours dangereux de prendre un pari sur 20 ou 30 ans, mais si je devais essayer de décrire la ville du Havre dans 20 ou 30 ans, d'abord je verrais une ville portuaire accomplie. Nous sommes dans une grande compétition avec d'autres places portuaires d'Europe et d'Europe du Nord, et nous avons tous les atouts pour briller dans cette compétition. Donc un succès portuaire assumé, un succès industriel assumé. L'industrie est dans l'ADN du Havre et moi je crois, et je ne suis pas le seul, à croire au développement de l'industrie en France en général et au développement de l'industrie en particulier au Havre. On a d'excellents atouts à faire valoir en la matière. Et puis c'est aussi une ville qui est proche du littoral, qui peut s'organiser et organiser son développement avec la plaisance, avec le développement des croisières, avec le développement du tourisme. Vous savez, Le Havre, c'est pas simplement une ville qui serait perdue entre la pointe de Caux et la Seine finissante.
C'est aussi le cœur d'une région, en tout cas d'un estuaire de la Seine, qui regroupe plus de 500 000 habitants, qui est incroyablement riche, incroyablement divers, qui compte Deauville, qui compte Honfleur, qui compte Étretat, donc des pépites touristiques exceptionnelles, des pépites industrielles. C'est ce territoire qu'il faut développer. Et moi, je suis d'abord optimiste en général, mais assez optimiste sur l'avenir du Havre, parce que je considère que, compte tenu de nos atouts, nous pouvons tout à fait briller dans les 20 ou 30 années qui viennent. Donc vous êtes en train de nous expliquer, Édouard Philippe, qu'il faut finalement changer d'échelle pour s'assurer un avenir économique digne de ce nom, brillant, changer d'échelle, sur le plan territorial notamment. Oui, enfin, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait que le Havre aille jusqu'aux limites de l'estuaire, ça n'a pas de sens. Le Havre, c'est une ville, elle n'a pas vocation à grandir, cette ville. Je pense en revanche qu'on a tout intérêt à travailler avec nos voisins et à travailler en bonne intelligence, à travailler en bonne complémentarité. Honfleur, Deauville, Étretat, Notre-Dame de Gravenchon, toutes ces villes ne sont pas le Havre et ne seront jamais le Havre, mais elles peuvent, avec le Havre, se développer et nous permettre de nous développer. Mais aujourd'hui, le tourisme, il existe déjà. Il y a une centaine d'escales de croisières aujourd'hui. L'éolien, c'est bientôt, mais on est déjà en train de réfléchir à tout ça. Et pourtant, cette ville, elle a encore un taux de chômage qui est fort, important en Haute-Normandie. Donc, visiblement, ça ne suffit pas. Mais vous savez, ça n'est pas facile. Depuis le début des années 80, le taux de chômage au Havre est un peu supérieur à la moyenne départementale et lui-même un peu supérieur à la moyenne nationale. Donc s'il y avait une solution simple et qu'il s'agissait de claquer dans les doigts, ça se saurait et quelqu'un l'aurait fait avant. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il faut d'abord ne jamais s'arrêter, être confiant et toujours être à l'initiative. Comme disent les coureurs cyclistes, toujours être en danseuse. C'est indispensable, sinon on n'y arrivera pas. Donc développer le tourisme, c'est créer de l'emploi non délocalisable ici. Développer l'industrie, c'est permettre à cette main-d'œuvre qui est bonne. Tous les industriels qui viennent s'installer au Havre le disent. On a des opérateurs, des techniciens qui sont d'excellente qualité parce qu'il y a une vraie culture de l'industrie au Havre. Donc il faut permettre de transformer les industries pour qu'elles puissent se développer. Donc ça n'est pas facile, nous le savons, mais en développant l'offre d'enseignement supérieur, en développant le tourisme, en développant l'industrie, en développant le portuaire, on va finir par développer l'agglomération, c'est certain. Vous parliez tout à l'heure, Édouard Philippe, de travailler avec vos voisins. Est-ce que ça passe par le pôle métropolitain de l'Estuaire ? Ça passe par toutes les solutions qui permettent de travailler intelligemment ensemble. Le pôle métropolitain, qui a d'ailleurs un très mauvais nom, parce que quand on dit pôle métropolitain, on a l'impression d'un truc très très lourd qui imposerait finalement aux autres ce que nous voudrions faire. En réalité, c'est une association assez souple, même très souple, qui nous permet de travailler ensemble et d'avoir des projets en commun. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une mauvaise chose d'avoir des projets en commun, à plusieurs, sur un territoire qui a une très grande cohérence? Vous savez, les gens qui travaillent aujourd'hui dans la zone industrielle portuaire du Havre, ou qui viennent au Havre, ils n'habitent pas tous au Havre, ils n'habitent même pas tous dans l'agglomération havraise. Il y en a beaucoup qui habitent à Pont-de-Mer, il y en a beaucoup qui habitent à côté d'Honfleur, il y en a beaucoup qui habitent du côté de Fécamp. Donc on est évidemment un territoire, un bassin de vie, un bassin de développement économique. Et franchement, c'est l'intérêt de tous, de nous bien entendu, mais aussi des autres, qu'on se développe. Et c'est vrai que parfois, ailleurs qu'au Havre, ailleurs que dans le pôle métropolitain, ce développement du Havre, cette vitalité havraise, parfois, on a le sentiment qu'elle inquiète, qu'elle effraie, alors qu'il n'y a aucune raison. Très rapidement, la réunification probable de la Normandie dans un futur assez proche, ça peut être un atout pour le Havre ? D'abord, je pense que ça peut être un atout pour la Normandie. Il est absurde d'avoir eu deux Normandies pendant aussi longtemps. Donc la Normandie, c'est une bonne idée. Pour le Havre, c'est une promesse de centralité. Parce que autant le Havre est au bout de la Haute-Normandie, autant dès qu'on rajoute les deux Normandies ensemble, on récupère un peu de centralité. Ce qu'il faudra ensuite, c'est veiller à ce que les équilibres territoriaux se passent bien. À ce que tous les centres ne soient pas dans un endroit. Et je voudrais reprendre la remarquable formule que vous avez indiquée tout à l'heure. Si on peut aider tout le monde en mettant la capitale au Havre, moi je suis évidemment partant. C'est le mot de la fin. Merci Édouard Philippe, merci Chonu, merci Emmanuel, merci à toutes les équipes techniques de France 3 Normandie qui ont préparé cette émission. Passez une bonne soirée sur la 3. Maman nous avait dit, vous couchez tout oublié. Tout le monde priait. On ne s'occupait pas de soi, on s'occupait des autres.